Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans 52 minutes avec. Nous recevons aujourd'hui une figure éminente de la création musicale contemporaine dans le monde, un compositeur rare à l'expression hautement personnelle, un artiste riche d'une double culture arabo-islamique et occidentale. Ses œuvres portent aussi la marque des musiques arabo-andalouses et berbères, celle du Haut Atlas en particulier, mais pas que. Disciple privilégié, héritier le plus fidèle du grand compositeur et chef d'orchestre Max Deutsch, élève lui-même d'Arnold Schoenberg. Max Deutsch, une rencontre, la rencontre pour notre invité, une révélation, peut-être une transmission. Un compositeur n'est pas un vase clos, mais un nom parmi les hommes. Ainsi parlait Max Deutsch et ainsi se définit peut-être notre invité. Un grand aventurier de la création, réfractaire des sentiers battus, en quête permanente de nouveaux horizons pour reproduire, selon son expression, un sens inconnu, inaudible. Une quête qui a produit des opéras uniques, des œuvres magistrales comme Le Collier des Muses, opéra de chambre en arabe d'après des textes Maqamat del Hamadani, créé au Festival d'Avignon en 1977, Héloïse et Abélard, L'eau, l'exercice de l'amour, La voix de Tessaut, Tifounassine, Les voix interdites, Le cœur étoilé, Le volcan à l'envers, Un silence troué de rouge dernièrement et la liste est longue. Notre invité a dédié sa vie à sa musique et à la recherche sur l'oralité, la notation, le ton musical et la pulsation, mais aussi la voix à laquelle il a consacré une grande partie de son œuvre et de ses opéras. Ses œuvres sont jouées dans le monde entier, en Europe, aux États-Unis, en Asie, mais très peu au Maroc. Des œuvres réputées, difficiles à écouter et parfois même à jouer, inaccessibles pour certains. Nous essaierons de comprendre pourquoi. Notre invité d'aujourd'hui est le grand compositeur Ahmed Siad, Grand Prix national de la musique en France en 1994, officier des arts et des lettres, toujours en France en 2005. Il a aussi reçu à Essaouira par Sa Majesté le roi Mohammed VI le Wissam del Arch de l'ordre de chevalier et le prix René Duménil de l'Académie des Beaux-Arts et de l'Institut de France, ainsi qu'une distinction à la principauté de Monaco en 2022. Ahmed Siad, bonjour. Bonjour. Nous sommes très honorés de vous avoir sur notre plateau aujourd'hui. Et moi, je suis très ému d'être parmi vous. Merci beaucoup, cher monsieur. Alors, au départ, vous êtes un enfant vous êtes né à Salé. Oui. Mais même si vous avez un lien avec la ville de Meknès. Oui, c'est extraordinaire, ce rapport entre ces deux villes. Et on le constate à partir de la cuisine. Vous savez, un plat de notre temps maintenant, c'est le harira. Ouais. Et j'étais vraiment ému de retrouver le harira de maman chez mon épouse, qui est de Meknès. Ouais. Vous savez, on a ce rapport sémite, oui. Nous les hommes, avec nos mamans, et peut-être les femmes aussi d'ailleurs, parce que nos mamans... Avec nos pères, voilà. avec nos pères, oui. Non, mais avec les mamans. Les mamans, c'est comme dans la religion juive, jouent un rôle déterminant dans l'éducation et dans la formation du sensible des enfants. Oui. On dit toujours qu'un enfant qui est très aimé par sa maman, par sa mère, qui a reçu beaucoup d'amour, est à l'aise après avec les femmes. Oui. Il a de bons rapports avec les femmes. Oui. Alors, au départ, vous vous destinez à des études de littérature arabe à l'université de Damas, et puis il y a eu un événement qui a chamboulé votre vie pendant un concert de fin d'année dans un lycée. Le lycée Mohammed V. Le lycée Mohammed V, qui était le lycée, c'était le lycée où on enseignait, c'était un peu de la résistance, parce qu'il y avait l'école française, et puis c'était un lycée. Oui. Mais ça, c'était une année, ma dernière année. La dernière année. Mais toutes mes études étaient faites à Salé, à l'école Nada. À l'école Nada à Salé. L'école Nada qui était une institution extraordinaire, une institution de résistance, fondée par Siboub Al-Qadiri. Et que cet homme, je lui dois énormément. Si je ne suis pas devenu paysan, éleveur, c'est grâce à lui. Oui, parce que votre père était un paysan. Votre grand-père était paysan, commerçant. Plutôt commerçant. Plutôt plus commerçant.
Alors, au collège, un homme va venir un jour. Cet homme s'appelle Jacques Bugard. Oui. On va voir sa photo. Et il va changer votre vie et votre destin. Il va vous faire écouter. Vous allez écouter la première et la 6e suite pour violoncelle de Bach. Oui, oui, oui. C'est lui, Bugard. Je n'ai pas trouvé beaucoup de photos de Bugard. Oui, j'ai trouvé celle-là. Oui, ça c'est à la fin de sa vie. C'est à la fin de sa vie. La fin de sa vie. Et moi j'ai envie, on va écouter un tout petit peu de la première et de la 6e suite pour violoncelle de Bach pour un petit peu retrouver la sensation de ce que vous avez ressenti à l'époque. On écoute. On va écouter, M. Syed, un petit bout de la première et on en reparle. Ahmed Syed, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez écouté à ce moment-là? C'est inimaginable au Maroc de l'époque. Il y a quelqu'un qui avait défini ça. Moi, je pensais que je pouvais utiliser le mot révélation. Oui. Mais mon ami Jawad, anthropologue de la vallée de l'État Saoud, a trouvé le mot juste. Un dévoilement, dans le sens mystique du terme. Tout à coup, l'évidence éclairante. Et pour vous, l'évidence à ce moment-là, c'était que votre destin, votre vie sera la musique. Jacques Bugard vous a initié à la musique, surtout à l'école de Vienne. Au début, Berg, Webern, Schoenberg. C'était très moderne. C'était à l'époque, c'était dans les années 50. Et c'était à Rabat. Hein. C'était à Rabat. C'est le conservatoire de Rabat, qui s'est ouvert à Rabat. C'était dans les années 55, à ce moment-là, depuis 56. À l'époque, nous étions mis immédiatement dans le bain du siècle. Oui. Grâce à l'appartenance de Jacques Bugard aux troupes de recherche à Paris, l'INA, qui était dirigée et fondée par Pierre Schaeffer. Et à l'époque, nous écoutions études pour le chemin de fer, symphonie pour un homme seul de Pierre-Henry, des choses inouïes à l'époque. Oui, oui. Nous avions à analyser le plyro lunaire d'Arnold Schoenberg. Et tout ça dans une petite salle dans la villa de Jacques Bugard. C'était assez, comment dire? C'était juste au lendemain de l'indépendance. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, parce que plus tard, quand je suis au Conservatoire supérieur à Paris,
Quand je prononçais le mot de Berg ou Webern, et encore moins Schoenberg, j'avais l'impression de blasphémer. Oui, parce que quand vous êtes parti à Paris, au Conservatoire de Paris, c'est le choc, parce que un jour, dans une interview, vous avez dit que vous êtes tombé dans un puits, parce que vous avez constaté tout l'écart qu'il y avait et la modernité qu'il y avait dans Rabat. C'est une grande ville, vous dites, mais c'est un petit patelin par rapport à Paris. Oui, vous oui. vous attendiez à ce que ce soit... Oui, oui, non, mais ce qui est extraordinaire, c'est une chance. Et la deuxième chance aussi pour nous à Rabat à l'époque, c'était d'avoir une autre dame qui s'appelait Marie von Sauvage, qui nous a ouvert les oreilles et les yeux sur toutes les musiques orales populaires d'Afrique. Vous n'aimez pas qu'on parlait de musique universelle ou bien de world music? Ah non, ça je déteste. Vous détestez ça? Je déteste pour la simple raison que ça simplifie les choses. Exactement. Ça unifie les choses. Et ça fait stagner l'expérience humaine quelque part. Oui. Et une pensée qui stagne, ça pourrit. Bien sûr. Alors, après le conservatoire de Rabat, vous allez faire votre petite vie, vous allez devenir responsable d'un club de disques et tout ça au Maroc. Et en parallèle, vous allez commencer vos recherches sur la musique berbère. Très tôt déjà. Très tôt, nous avons commencé. Mais ça, c'est grâce à Marie von Sauvage. Absolument. Et puis après, avec un autre homme qui passait quelque temps ici, parce qu'il était condamné à mort, il était résistant français, mais pour le FLN, qui était condamné à mort, mais qui s'est réfugié au Maroc. Et il a, à un moment, dirigé le conservatoire de Rabat. Et c'était quelqu'un qui s'est aussi intéressé aux musiques populaires. Mais avec Marie von Sauvage, dans les années 58, nous avons commencé un enregistrement des musiques du Moyen Atlas, parce que c'était plus accessible. Au début, c'était le Moyen Atlas. Voilà, c'était le Moyen Atlas, c'était facile d'y accéder. C'est une vieille montagne douce à ses sommets, donc on peut marcher, on peut... et terrifiante dans ses vallées. C'est un peu comme le Massif central en France, c'est comme ça, ces vieilles montagnes. C'est comme les hommes d'ailleurs, ils se courbent. Et donc oui, nous avons commencé ces enregistrements-là, et après nous avons, avec Wahid El-Oumari, fait l'analyse de ces œuvres et constitué un fichier bien documenté sur à peu près 40, presque 80 heures de musique montée. Vraiment, le temps passe vite et il y a des choses sur lesquelles on devrait s'arrêter. Là, vous faites une rencontre, un homme que vous aviez déjà rencontré, Max Deutsch. Oui. Vous avez rencontré et il vous avait invité à aller chez lui, à passer chez lui. Vous avez mis du temps à aller chez lui. J'ai mis 6 mois avant d'aller chez lui. Parce que l'homme vous intimidait, parce que c'était un monument. Absolument, m'impressionnait. Son savoir, son aura, oui, m'imposait. Et donc, quand je vais le voir, après un matin, un jeudi matin, j'arrive à 10h, comme il m'avait fixé le rendez-vous. Nous restons jusqu'à 17h. Il tourne la dernière page de ce que j'avais. Avec une seule tasse à café, tous les deux, lui aussi. Et là, il me dit une phrase qui m'a marqué pour toute ma vie. Ceci est du domaine des domaines. Revenez demain me voir avec la partition de Tristan. C'était la bénédiction. Et la partition de Tristan et Isolde de Wagner, vous allez travailler dessus pendant... un an avec Deutsch. Un an. Et c'était ma première leçon d'écriture. C'était ma première leçon, et l'unique leçon de composition, en réalité. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Max Deutsch n'est autre que le disciple de Schoenberg. Oui, c'était extraordinaire, parce que cet homme résumait le siècle. Exactement. Il était, en même temps que Berg, Webern, Steuermann, Kolisch, dans le laboratoire viennois où se faisait le XXe siècle. Il était aussi premier violoncelle dans l'opéra de Vienne dirigé par Mahler. Oui. Comment dire,
Et cet homme était aussi Spartacus, Berlin, avec Oui. Rosa Luxembourg. Oui. Il a fait la guerre d'Espagne. Il a joué au cabaret avec Lorca. Oui. Et donc j'avais Il a côtoyé l'impression... Picasso. Oui, oui. Picasso avec comment on appelle, le grand poète communiste Aragon. Aragon, oui. Il connaissait tout ce monde. Il y a la rubrique objet dans l'émission. Et on va découvrir l'objet que Ahmed Sead a ramené pour le partager avec nous. On découvre l'objet. L'objet que vous avez ramené, Ahmed Sead, c'est un instrument de musique, Oui, un kalimba. oui, exactement, un kalimba. Ce n'est pas un kalimba ordinaire. Hein. Non, parce que je ne sais pas sa fonction au-delà de la musique, parce que je l'ai trouvé dans un marché aux puces à Kinshasa, pendant que nous étions en train de préparer notre opéra, La vie de Robert le Diable. Et ça a été tellement extraordinaire, parce que je trouve l'objet d'une beauté, d'une sensualité extraordinaire, et puis d'une justesse. Mm-hmm. Et je ne sais pas pourquoi il lève les mains au ciel. Oui. Je ne l'ai jamais su et je ne le saurai jamais. Alors, on va revenir à Max Deutsch. Vous allez passer du temps avec Max Deutsch. Et bien sûr, il y aura la rigueur et la formation académique, tout ça, vous allez le faire. Mais il y a quelque chose qui est très important chez vous, que vous appelez l'oubli essentiel. Parce que tout maîtriser, mais tout oublier. C'est pas involontaire, ça. Non, comment définir cet oubli essentiel? C'est pas volontaire. Ça, je le découvre beaucoup plus tard. C'était un jour un quatuor canadien. Oui. Était invité au Festival Présence à Paris. Et dans ce programme, il y avait mon premier quatuor, Nevermore, jamais plus. Et j'assiste à la première, il me joue, oui. le quatuor, et le premier violon me demande mon avis. Et moi, j'étais tellement estomaqué que je lui dis non, je ne peux pas me répondre, laissez-moi, je reviendrai cet après-midi, oui. et je vous dirai ce que j'en pense. Et entre-temps, j'ai saisi le fossé entre ce que moi j'attendais et ce que les interprètes m'ont offert. Et cette distance, ce fossé qui s'est creusé me semblait légitime et normal. Mais je ne répondais pas à l'époque à ça. Oui. Et c'est petit à petit, chemin faisant, je me rends compte que ce qu'on écrit n'est qu'un vouloir de l'écriture. Que l'essentiel de l'écriture, c'est ce savoir acquis, oublié, mais qui vous permet de ne jamais faire faute de grammaire, jamais faire faute de syntaxe, mais plus que ça, il vous permet de donner un outil symbolique qui transcrit l'imaginaire. Et donc, quand on est jeune, on croit qu'on sait. Alors, on prévoit, on veut que l'œuvre soit ainsi bâtie de la sorte, et que chemin faisant dans l'écriture, quand cela est démenti par je ne sais quelle passion,
alors on n'aime pas démentir nos prévisions. Il y a un mot d'Anton Webern qui dit, moi je ne veux plus de ce mot. Anton Webern dit, écrire, c'est de faire des compromis avec l'écriture, toujours. Ce qui est bizarre, pour ceux qui... Votre musique est connue dans le monde entier, elle est jouée par les plus grands orchestres, les plus grands quatuors, mais on écoutait quelques extraits, mais ce qui est incroyable, c'est que on ne sent pas cette sclérose, en fait, qui, en principe, devrait exister entre cette imprégnation musicale occidentale, la rigueur des grands classiques, autrichiens ou autres, et puis notre tradition orale, berbère, celle du Haut Atlas. Ben, écoutez, les gens du Moyen Atlas sont des semi-sédentaires. Oui. Les Haut Atlas sont des vrais sédentaires. Et donc, il y a une architecture époustouflante. Oui, oui, oui. Déjà dans leur... oui, les bâtiments pisés. Et donc, je découvre cette architecture et cela m'impressionne et me bouleverse. On voit un petit bout ici. Oui, si vous voyez oui, de l'autre côté, ça pourrait être Meknès. Si vous le voyez de l'autre côté, ça vous verrez les 5 irarmes de Meknès qui sont absolument somptueux. Oui. Et tout ça sans mortier. Ça tient seulement par un équilibre mystérieux et très peu d'éléments qui lient les pierres entre elles. Et donc je découvre cette architecture. Et cela va me faire découvrir la musique petit à petit. Et donc, tous les ans, depuis ce temps-là, depuis les années 70, même avant, c'était 65, je crois, cette grande découverte pour moi du Haut Atlas, 65. Oui. Tous les ans, je passe 1 mois, 2 mois au Haut Atlas. Au Haut Atlas. Et pour 2 raisons. La première, c'était, je suis passionné de truites. Oui. Et la seconde, parce que je découvre. La truite, et la truite, il ne la mangeait pas à un certain moment. Non, il ne mangeait pas, parce que c'était Asselman, c'était haram. Oui. C'était mskoun. Mskoun, c'était hanté, oui. Bon, et dans la vallée de la Tassa. Dans le temps, mais bon. Je suis responsable de la démolition de cette croyance. Et ça, c'était dramatique parce que maintenant, il n'y a plus grand nombre de truites dans la Tassaut. Et comment dire, c'est vrai que j'ai rencontré, dans la première période, dans les années 58, avec Marie Bonsauvage, nous sommes allés à Tellouat. C'était la première fois, mais c'est tout à fait... C'est un peu le versant sud, c'est pas encore épique. Et là, nous assistons à un Nahouaj qui m'a dressé les cheveux sur la tête. Et ce qui est terrifiant, et c'est pour ça que je rejoins un peu ce que vous disiez sur ce patrimoine en perdition, c'est quand je reviens en 92 ou 93 pour ramener cette troupe de Tellouat à la Maison de la Culture de Bobigny, je suis atterré par ce qu'il me propose à entendre. Ça n'avait rien à voir avec ce que vous aviez entendu à l'époque. Oui, absolument rien. Rien. C'était fade, c'était... Oui, c'était rien. Oui. Et je demande à l'Mqaddam, mais pourquoi vous êtes arrivé à ce point? Il me dit, mais c'est ce qu'on nous demande dans les festivals. Exactement. Et les festivals sont faits pour amuser la galerie, en réalité, attirer les touristes. Et donc, on ne peut pas bousculer cette oreille touristique, une manne. Et donc, le pays, on a souffert de ça. Parce que face à ça, il n'y avait rien qui se passait pour recevoir. Et ça n'a pas été transmis
Et voilà, et la rupture, ça c'est aussi une autre absolument, chose. la rupture. La rupture de la chaîne d'enseignement. Absolument. Ils leur ont donné de la mélodie, de la facilité. Non, c'est pas seulement. C'est la partie festive. C'est comme ce qui Absolument. arrive avec, plus tard avec les Essawa. Oui, oui. Donc, ce Dikr de Essawa qui commence à cappella, après vient les percussions, puis vient très tard la bombarde, c'est-à-dire le mujarrad. On ne garde que la partie du mujarrad. Alors on va parler un petit peu de vos œuvres quand même, parce qu'elles sont nombreuses, des dizaines et dizaines, des opéras, des partitions et même des musiques de ballet. Vous allez commencer par une cantate Yasmina, ça c'était les débuts. Après une Nauba. Il y a beaucoup de mystique dans votre travail, dans votre musique. Les hommes endormants, Muqaddima, Diwan, Taqsim, Toubqal, Chant de l'oubli, Sultan, les chants de l'oubli ou la Zerda, la compromission, lecture, ça c'est pour bande magnétique, passage, c'est la musique de film, ça. Bon, ça. Identité sur un poème de Mahmoud Darwish. Oui. Qui avait créé un scandale, l'identité. Oui, à l'époque, c'était une commande d'État en France pour le festival de musique contemporaine de Royan. Oui. Et c'était l'ensemble de cordes de Radio France qui devait en assurer la représentation. L'œuvre, j'ai pris Identité parce que j'adore Mohamed Darwish et parce que ce texte un peu me parlait, me situait. سجل أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 وتاسعهم سيأتي بعد صيف. L'essentiel, فهل تغضب. Mais face à ce texte, comme ça pouvait nous adresser à nous ici à Rabat, mais il était joué à Paris, à Royan, en France. Donc j'avais, face à ce texte, mettre en des références littéraires israéliennes ou bibliques, enfin, qu'on comprenne. Et donc, c'est ça qui a déclenché lire. C'est ça, c'est pas forcément tout. C'est quand Landowski, non pas Landowski, mais peu importe, le président de ce festival, qui était un ex-ministre des Affaires étrangères de Gaulle, et qui était supposé et connu pour être l'ami des Arabes, me téléphone et me dit « Ah, votre œuvre, c'est merveilleux, nous sommes très honorés de l'avoir dans notre festival, mais pensez-vous qu'il est nécessaire d'avoir la traduction en français de ce poème, ce grand poème de Mahmoud Darwish ?» Alors je lui ai répondu « Mais monsieur, je suis très, très touché par votre connaissance de l'arabe. » Oui. À savoir, pour juger de la grandiosité de ce poème. Oui. Mais je pense qu'il est nécessaire d'en informer le contenu aux auditoires. Elle me dit, oui, mais vous savez, la traduction fait perdre beaucoup de choses essentielles dans le poème. Je dis oui, je sais. Oui, traduire, c'est trahir, mais n'empêche que les gens doivent comprendre. Nous avons bien traduit en arabe pour les Loirs. Nous allons écouter d'abord quelques extraits des voix interdites. Oui. Oui. On écoute la première et peut-être la deuxième. Et après, on écoutera l'opéra de l'eau. Pas un opéra, ça dure 2 heures. Oui.
Vous me disiez, Ahmed Siad, que c'est difficile de, comme ça, de découvrir une œuvre en écoutant un petit extrait. Oui, c'est frustrant. C'est comme si un vers de Mutanpi ouais. disait tout le poème de Mutanpi. Exactement. Et puis, la musique, c'est dans la durée. Une œuvre musicale, c'est comme un projectile. Il est destiné à la chute. Et donc, si on ne tombe pas dans cette trajectoire de la chute de l'œuvre, oui. On est out. Et l'œuvre n'est plus audible. Oui. Et donc, notre temps actuellement, qui est un temps tellement saccadé, tellement rapide, entre parenthèses, oui. parce que cette rapidité n'est pas forcément... c'est plutôt une précipitation qu'une rapidité. N'est pas fait, interdit la disponibilité à l'œuvre dans sa chute. Et donc, nous sommes réduits au temps publicitaire de oui. 2 minutes, 3 oui. minutes. Oui. Oui. Notre attention n'est disponible qu'à ce temps-là. Oui. Et il faut lire un peu Mylène Kundera dans sa vie une fois à propos de ce temps-là. Oui. Et que pour Mylène, c'est la voie à la perte de la liberté et à l'installation du fascisme. Vous avez travaillé, beaucoup d'interrogations vous êtes posées sur la question du temps et du temps musical, notamment dans l'eau et ses différents cycles. L'eau, c'est... Non, ça c'est le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, oui. Le cycle de l'eau, ou bien l'opéra. L'opéra, l'eau, c'est comme dans l'exercice de l'amour, c'est pour la première fois dans la littérature musicale que la découverte que j'ai faite dans la forme de l'Umsaq du Haut Atlas oui. est portée au niveau d'un opéra. Et donc, Toulouse est un immense Umsaq qui dure 1h90 à peu près, oui. ou 1h45, et qui est conçu par une conscience de la temporalité qui gère la forme musicale. Exactement la même chose, mais en moins évident dans l'autre opéra, l'exercice de l'amour. Oui. L'exercice de l'amour, c'est toujours sur un texte de Bernard Noël. Oui, oui. C'est celui que vous avez fait sur à la Chartreuse, voilà, qui est le personnage. En fait, là. C'est Bernard Noël, oui. Oui, c'est lui, oui. Il nous a quittés. Oui. Il faut entendre une fois. Oui, maintenant, il n'est plus lu. Oui. Mais il faut peut-être qu'il y a des enregistrements, peut-être des lectures de Bernard Noël, de sa poésie. Oui. C'est un moment de musicalité extraordinaire. Oui. Beaucoup de poésie érotique, c'est des textes érotiques. Oui. Pas toujours. Oui, on prend d'érotisme. Oui, d'érotisme et de violence érotique. De violence érotique. Mais il y a quelque chose qui s'est produit chez Bernard, c'est quand nous avons travaillé ensemble sur l'exercice de l'amour, c'est la découverte pour Bernard de Hussein el-Hallaj. Oui. Et ça a été tellement extraordinaire pour Bernard que quand on s'est entendu, Bernard et moi, sur la dramaturgie et le scénario
dramatique de l'exercice de l'amour. Moi, je suis resté à la Chartreuse et lui, il est parti à Paris pour écrire le texte. Et moi, je suis resté pour me préparer. Oui. Et je lui ai envoyé, entre-temps, la traduction des poèmes de Hallaj. Et j'ai attendu pendant 1 an. Entre-temps, je me préparais et j'ai écrit Tifounacine à ce moment-là. Et quand le texte m'arrive de Bernard, tout est tombé, tout ce que j'avais préparé est tombé. Ce texte commence ainsi. Voici que j'ai passé la porte, laissant là-bas ma vie comme on se déshabille. Il n'y a pas d'ombre dans ce texte, il n'y a que des strates de lumière. Oui. C'est exactement comme dans le Hallaj. Exactement. Ana man ahwa wa man ahwa ana. On va passer à une rubrique, c'est celle du triptyque. Vous avez choisi 3 photos et vous allez nous dire pourquoi ces 3 photos. Triptyque. La première photo que vous avez choisie, Ahmed Seyad, on n'est pas très étonné, et celle-ci. Ah oui. Ah, celle-là m'a accompagné pendant 4 ans pendant l'écriture de l'eau. Pour moi, c'était Malika. Oui. C'est une photo de Bernard Lafont, et qui est magnifique. Oui. Magnifique. C'est dans le Haut-Atlas? C'est dans le Haut-Atlas, oui. C'est dans le Haut-Atlas. Et je pense, vu l'endroit, je dis que c'est en dessous du Spaken. Oui. La deuxième photo que vous avez choisie, c'est un tableau de notre ami Fouad Bellamine. Oui. Pourquoi ce tableau en particulier? Écoutez, ça tombe très très bien parce que nous parlions de l'Hallaj, de l'évidence sans ombre. Et là, c'est aussi la lumière sans ombre. Même le gris est lumineux. Il y a un travail formel extraordinaire dans... Voilé, dévoilé. Voilà. Et un travail sur le chromatisme. C'est comme... Nous avons parlé à un moment de Tristan. J'écoutais par votre... de loin, le début du prélude de la mort de d'Isolde. Oui. Et les premiers accords de ce prélude, on ne sait plus à quel moment et à quelle tonalité nous sommes. C'est tellement ouvert. C'est à peu près ça. Oui. Il y a un autre peintre qui vous parle et vous avez tenu à montrer un de ses tableaux. C'est Miloud Lebiad. Pourquoi? D'abord parce que j'estime énormément le travail de Miloud Lebiad et on rejoint aussi ce souci de lumière dans cette œuvre aussi. Et ce qui est extraordinaire, même le noir est lumineux. Oui. C'est fabuleux. Et aussi parce que Miloud, c'est un frère. C'est plus qu'un ami. Oui. Miloud, nous avons fait les 400 coups quand nous avions 8 ans ensemble. Alors, une question, la question. Pourquoi vous n'êtes pas très joué au Maroc? Vous avez été joué par l'Orchestre Philharmonique en 2011. Vous avez commandé une œuvre, Passion. Mais alors que vous êtes joué partout dans le monde, est-ce que vous comprenez? C'est la seule commande que j'ai. C'est la seule. Pourquoi? La seule commande, j'ai écrit depuis 62. Oui. Est-ce que vous avez une réponse, vous? Il y a 2 réponses. La première, c'est qu'on a cassé l'enseignement musical au Maroc. On a voulu arabiser. On n'avait pas les cadres pour assumer cette arabisation. Et donc, l'enseignement musical est tombé à un niveau insoupçonné. Et il ne s'est jamais relevé. Et puis, il n'y a pas de politique. Vous dites qu'il n'y a pas de politique nationale d'enseignement musical. Nous sommes défaillants sur le plan pédagogique, financier.
Oui, alors que nous avons beaucoup d'atouts pour être un grand nation de musique. Vous avez cité une fois l'exemple de la Corée du Sud. Écoutez, en 1956, quand nous avons gagné notre indépendance, la Corée du Sud avait moins d'infrastructures que nous. Oui. Regardez où est la Corée maintenant. Et alors qu'en 1956, le conservatoire de Rabat, il y avait des musiciens de haut calibre. Ben, quand je présentais le conservatoire de Paris en venant de Rabat, je suis rentré au conservatoire Candon du Beurre. Oui. C'est-à-dire j'étais prêt à ce niveau supérieur en partant du Maroc. Et ce qui est arrivé, c'est donc qu'on a congédié ces professeurs qui nous enseignaient, et l'instrument, et les théories, et les analyses, et on les a remplacés par leurs élèves, qui étaient balbutiants. Oui. Et depuis, c'est le même cas. Regardez, nous avons actuellement 2 bonnes pianistes, Dina Ben Saïd et Nour Ayadi. Mais ces deux, ce n'était pas le fruit du conservatoire, c'était le fruit des maîtres privés. Oui, Dina avec son père. Non, non, avec une prof de piano. Mais il avait quand même l'influence de... Oui, mais pour l'instrument, il y avait son prof de piano. Puis après, à l'école normale, il y a un conservatoire supérieur de piano. Il faut des conservatoires nationaux, publics, pour tous les enfants du peuple. Je vais vous raconter une histoire. Quand Chahari était nommé ministre de la Culture, il m'a appelé et on s'est réunis. Et il m'a dit la première phrase: on est assez de ces conservatoires qui ne préparent que des musiciens pour les mariages. On a envoyé tous ces professeurs. Je dis, vous n'avez pas, monsieur le ministre, les moyens de faire ça. Vous n'avez pas de cadre. Je peux faire. Je lui dis, créer une école dans une grande cité, Rabat, Fès ou Casablanca, et appeler des profs étrangers, comme vous avez fait pour la faculté de médecine au début, pour former des cadres. Former vos cadres qui enseigneront la musique plus tard dans vos conservatoires. Extraordinaire, comme il dit. J'ai un endroit à Fès pour faire ça. C'est extraordinaire. Dans 15 jours, on va essayer de commencer. J'attends toujours. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de continuité, changement de gouvernement, changement de politique, on jette tout avec... Non, il est resté longtemps. Alors, on a débordé. Et une dernière question avant le chef-d'œuvre. Actuellement, vous venez de mettre la dernière main sur la voix de la Tessart, corrigez-moi si je me trompe, opéra de chambre pour 6 solistes. Est-ce que vous pensez qu'il sera joué au Maroc? Je pense que cette fois-ci, oui, pour la première fois, ça sera. C'est grâce à la générosité intellectuelle de M. Abdeljalil Hajamri, secrétaire perpétuel de l'Académie royale du Maroc. Et l'Académie rentre en coproduction avec le Grand Opéra du Capitole, le Théâtre de Garonne à Toulouse et la Philharmonie à Paris. Et donc 50-50 pour la production. Il y a une date comme ça pour annoncer, plus ou moins? En principe, automne 2025. Automne 2025. J'espère qu'on aura... On croise les doigts. J'espère qu'on aura à ce moment-là une des salles qui ne sont pas encore prêtes, qui seront à ce moment-là prêtes pour accueillir... On espère entendre et découvrir le maximum de vos œuvres qui ne sont pas connues au Maroc. Ça serait formidable de donner, par exemple... Voilà ce que je ne comprends pas d'ailleurs. Pourquoi on ne donne pas l'eau au Maroc? Qu'il y ait une œuvre dont le livret est d'un grand auteur marocain, Tahar Ben Jelloun, dont la musique est d'un autre
marocain, Ahmed Seyad, ça serait formidable. Et surtout, ça serait une création scénique, parce que l'eau, ça n'a jamais été créé scéniquement, ça a été donné en forme oratorio à Radio France. Et ça a eu un succès énorme. On espère, n'insultons pas l'avenir, peut-être que ça va venir. Dernière rubrique de notre entretien, le chef-d'œuvre, et on va découvrir le chef-d'œuvre qu'Ahmed Seyad a choisi. Vous avez choisi, Ahmed Seyad, Beethoven, mais pas n'importe quel... Oui, le 15e quatuor de Beethoven. Absolument, et pas n'importe quel quatuor. Oui. On écoute. Ahmed Seyad, moi je me serais attendue à une autre œuvre, mais c'est un classique de chez classique. Pourquoi celui-là? Vous savez, il y a un moment où les œuvres, les chefs-d'œuvre, dépassent leur langue, leur époque, et des fois même leur compositeur. Dans la modernité, c'est quoi? C'est terrifiant de poser cette question. Qu'est-ce qui est moderne et qu'est-ce qui n'est plus moderne? C'est vrai qu'au niveau de la syntaxe, de la grammaire, qui sont des matériaux, qui sont des outils, mais pour ces outils, pour faire quoi? Pour dire quoi? Pour dire quelque chose qui est essentiel. Et quand cet outil exprime au plus près cet essentiel, qui n'est pas visible, parce que la musique ne dit rien, dit le rien, uniquement le rien. Et donc, quand elle arrive à ce niveau-là, elle est de toutes les époques, elle est tout le temps moderne. Intemporelle, pas de frontières. Oui. La Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach, elle est toujours moderne. Oui. La Flûte enchantée, toujours. Don Juan. Oui. Comme une œuvre, comme Jérôme Bosch. Il n'est jamais mort, Jérôme Bosch. Il est toujours moderne. Ce sont des œuvres éternelles. Merci beaucoup, Ahmed Seyad, pour ce moment. On espère vous recevoir très bientôt, avant 2025. À la prochaine. À la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup, cher monsieur. Merci pour ce moment. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Médien TV et à la semaine prochaine.